Alors, j'aime bien commencer par une page célèbre du programme de Gotha où Marx fait un plan du futur. C'est le vieux Marx, il voit les choses de loin. Il dit qu'il y aura une première phase où, on l'appellera la phase du socialisme, où les travailleurs vont s'approprier les moyens de production et les réorganiser selon un plan concerté entre tous. Mais, dit-il, après, il y a une deuxième phase dont il nous laisse entendre que c'est beaucoup plus difficile. Il faudra se délivrer de l'asservissante subordination du travail manuel au travail intellectuel. Ce que Foucault peut-être appellera le pouvoir sauvage. Alors, vous vous rappelez qu'à la fin des 68, des années 68, voilà, à un moment donné, on a compris qu'il fallait un débouché politique. Mais un certain nombre, dont j'ai fait partie, voilà, on dit qu'il faut exproprier le capital, on est parti pour la construction du socialisme. Première phase. D'autres, au contraire, les autogestionnaires, les anarchistes, les opéralistes, ont vu tout de suite le communisme. Il s'agissait finalement d'abattre le pouvoir compétent, d'une certaine manière, qui avait l'autorité compétente à l'intérieur des entreprises, des administrations, etc. Voilà. Alors, Marx voyait deux phases, en réalité, évidemment, il s'agissait d'une seule et même chose sur deux fronts. Maintenant, ces deux fronts existent. Il y a le pôle capitaliste. Alors, sa logique est le profit, c'est clair. Marx le montre bien. Mais ça représente peut-être 1 ou 3% de la population. Et si on prend une grande propriété. Alors, évidemment, à lui seul, il est totalement impuissant. Une classe n'est pas dominante si elle n'est pas en même temps une masse. Alors, où est cette masse? Selon moi, cette masse, elle tient à l'autre pôle de la classe dominante, le pôle des compétences. Compétences attribuées, qui n'est pas le savoir. C'est Foucault, le décrit très bien. Il dit dans l'hôpital, vous avez un pouvoir extraordinaire qui est de créer des itinéraires, des espaces, des lieux, des temps, des niveaux, des tests, des examens, des catégories de malades, du normal, de la normale, de l'organisation des fins par rapport aux moyens, etc. À la fin, vous avez qui sont inclus, d'autres exclus, etc. C'est l'autre pouvoir, qui n'est pas celui, un pouvoir sur le marché, qui est d'acheter, de vendre, de licencier, d'embaucher, etc., de localiser. C'est un autre pouvoir d'une autre nature. Mais on comprend que c'est un immense pouvoir. Et Bourdieu a aussi cette idée de capital culturel, capital économique, capital culturel. Tout ça, évidemment, conceptuellement, on peut discuter, mais Bourdieu montre bien comment ça se reproduit, ce qui n'intéressait pas du tout Foucault. Foucault, ça lui paraissait naturel en quelque sorte. Tandis que Bourdieu voit comment ça se reproduit. Et, alors, pour unifier ça, on peut se référer à Gramsci, qui dit qu'une classe n'est pas dominante si elle n'est pas en même temps dirigeante. Alors, ceux qui dirigent, ce sont ceux qui ont des positions de direction ou d'expertise dans l'organisation sociale. Certains savoirs, par exemple celui des écoles de commerce, aussitôt pourvus de titres de compétences, sont compétents. Mais disons que c'est répandu parmi les managers, les administrateurs, les professeurs, les chefs de service, les médecins, les ingénieurs, etc. Disons 10-15% de la population. Mais ça ne veut pas dire que cette population relève de la classe dominante, ça ne veut pas dire que toutes ces fonctions sont réductibles à être des fonctions de domination, ce qui complique les choses. Par contre, ce sont les exploiteurs, les termes de Marx. Si les femmes travaillent aussi longtemps que les hommes, alors que les hommes consomment plus, les hommes exploitent les femmes. Disons, ça c'est assez marxien. Il n'y a pas d'inégalité sociale. Les inégalités sociales, ça n'existe pas. Il n'y a que des rapports d'exploitation. Mais là, ce n'est pas une exploitation capitaliste. Il y a d'autres exploitations dans notre société. C'est une exploitation de statut. Ce pôle des compétents, il a assez de puissance sociale pour s'attribuer, disons, un revenu qui lui permet de se perpétuer dans son style de vie, un niveau de richesse pour atteindre les quartiers, les écoles, etc. Se reproduire. Mais ce n'est pas un pouvoir de même nature que le pouvoir capitaliste parce qu'il ne s'exerce qu'en se communiquant, en quelque sorte. Donc il n'est pas si étranger à celui sur lequel il porte. Enfin, il s'exerce dans des institutions
qui ne sont pas, disons, le fruit de la volonté des capitalistes, ni même des compétents. Les gens veulent des écoles, des hôpitaux, etc. Donc ils exercent leurs activités dans des institutions qui ne sont pas fonctionnelles, ne sont pas les fonctionnaires de l'universel, mais ce ne sont pas non plus uniquement des agents de domination. Leur statut va dépendre beaucoup de la puissance de l'autre classe. L'autre classe, je ne l'appelle pas la classe travailleuse ni la classe dominée. Ils sont bien autre chose que dominés, ils font bien autre chose que travailler. Je l'appelle la classe fondamentale. Alors, pour moi, il n'y a pas de classe moyenne. Avec ces concepts, on ne peut pas produire de classe moyenne. Il y a un moment tautologique où on n'est plus dirigé que dirigeant. Voilà. Et la lutte d'en bas, elle s'analyse dans les mêmes termes que la lutte d'en haut exercée sur eux. C'est une lutte contre la propriété sur le marché et contre la compétence dans l'organisation, contre les privilèges de propriété et les privilèges de compétence. Si on a lutté dans des syndicats, on sait que la lutte syndicale cherche une emprise sur le marché, par exemple sur les salaires, etc., une emprise sur l'organisation par la reconnaissance de qualifications et finalement avec un horizon de s'approprier l'ensemble, de supprimer tous les privilèges de propriété et de supprimer aussi les privilèges d'organisation. Donc voilà. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus dans des secteurs organisés comme les fonctionnaires, les indépendants sont plus dans des réseaux marchands, les salariés du public, du privé sont un peu entre les deux, mais il y a une unité de la classe populaire qui répond à l'unité de la classe dominante, qui n'existe pas sans ces deux pôles, et cette unité de la classe populaire tient à ce que ces deux facteurs, marché et organisation, sont toujours présents comme ce sur quoi ils doivent chercher une emprise. Conclusion, là j'ai fait mon premier tiers, j'ai fait plus de 5 minutes, je vais sauter la deuxième partie. Conclusion partielle, et ce que je dis est très général. J'explique la même chose aux Chinois, et je leur explique ceci. Il y a bien deux classes, mais il y a trois forces sociales. Dans la classe d'en haut, il y a le pôle de la propriété et le pôle des compétences. En Chine, c'est très clair. Ici, c'est un peu masqué, mais c'est la même chose. Au fond, alors, donc, la lutte des classes entre le bas et le haut, c'est un duel triangulaire. Le grand paradoxe, on ne peut pas dire eux et nous, parce que tout se comprend en duel triangulaire, c'est-à-dire en termes d'alliance lutte de classe en bas. Une alliance de lutte dans laquelle la classe fondamentale ne peut gagner que si elle réussit son unité, notamment entre un peuple A qui a réussi à cumuler les acquis, les conquis, et un peuple B, qui est davantage fait de femmes, de supposés étrangers, maintenant de jeunes, qui n'arrivent pas à cumuler ces deux. Alors, la deuxième partie, évidemment, elle est aussi importante, mais je la saute, c'est la structure politique de l'État-nation. Et là, on comprend que le parti n'est pas seulement une affaire de classe, c'est aussi une affaire de nation. C'est extrêmement violent. Et en même temps, c'est le lieu de la fraternité et le lieu de l'inimitié, c'est là où il y a amis et ennemis. Donc la population attend que le potentiel de la nation soit mis à son service. Alors, je saute cette partie, mais elle est aussi importante si on veut comprendre ce que sont les partis. Alors, quelle organisation ? Bon, on a déjà expliqué ce grand tournant des années 80, la montée du néolibéralisme. C'est pas seulement la révolte de Reagan et Thatcher. Il y a longtemps qu'ils voulaient se venger. Ils ont eu ce coup de là. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du numérique qui permettait de mettre la production où le salaire était égal à zéro, de garder les centres de production dans les centres, de mettre l'argent dans les îles Vierges, etc. Donc, il y a eu un moment où l'État-nation, qui avait été le foyer de l'union entre le peuple et les compétents, parce que la deuxième partie consistait à dire que battre la classe populaire, la classe dominante, c'est la briser en deux, donc attirer à soi une fraction des compétents. C'est ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses, etc. Et c'est ce qui s'est effondré au début des années 80. Et cet effondrement au début des années 80, qui a été un effondrement, disons, Parti populaire, si l'on peut dire, tient à ce que le Parti populaire, tout d'un coup, a été
dessaisi de son partenaire compétent sur lequel il y avait une capacité d'attraction et d'alliance. Le sol s'est effondré. Moi, je n'accable pas trop le Parti communiste, etc. Au tournant des années 80, le sol s'est effondré sur eux. Ils n'étaient pas préparés. Ils auraient dû peut-être. Alors, essayons de nous préparer. Alors, en même temps, il y a cette conjoncture politique et qui est liée à une conjoncture technologique. L'arrivée du numérique qui va faire de grandes organisations, va faire travailler tout le monde ensemble, circuler, prendre des décisions, etc. Voilà, ça c'est... et la télé qui va permettre, on l'a dit très bien, de faire entendre des grandes voix qui s'élèvent dans ce désert des organisations. Donc, alors, il y a des propositions qui sont faites, que j'ai dit longuement, la mise en équivalence, Chantal Mouffe, etc. Les communs, qui sont une chose très intéressante, mais à mon avis quand même très limitée. Et je propose, sur la base de lecture surtout des sociologues de la classe populaire, de partir de la politicité immédiate, c'est un terme que je reprends, de la classe populaire à travers le syndicalisme qui est central, parce que la production est centrale, et l'emploi et le travail est central dans la vie des gens, les associations, les collectifs, les émeutes, et les émeutes de banlieue, quand les jeunes cherchent à accrocher la télé, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à ce qu'on ne parle plus d'une querelle privée entre des jeunes et les flics, mais mettre les choses sur la place publique, la publicité dont parle Kahn, ça devient une chose publique dont on discute. Voilà ce qu'ils recherchent au fond. Alors la thèse que je présente est donc une thèse un peu... il va falloir chercher comment unir tout ça. La thèse que je présentais est un peu une thèse anarchiste, elle correspond un peu au thème libérer l'entreprise. Vous savez, c'est ce grand mouvement libéral. Là, il s'agirait de libérer le parti, en quelque sorte. Comment faire? Alors, le thème sera l'association et non pas l'organisation. Donc, la pétition que nous avons présentée avec un certain nombre d'autres, on y a travaillé à travers de 2012, on est allé voir les dirigeants du Front de gauche. On a lancé une pétition qui demandait à ce que le front de gauche soit organisé localement sur la base d'associations rassemblant les membres de tous les partis et qui encore voudrait s'y joindre, mais un collectif régulièrement constitué, bien auto-organisé, mais qui aurait le droit et le devoir de mener la lutte politique et en même temps aussi de présenter les candidats aux élections, etc. Et à partir de là, on peut remonter en haut. Ce n'est pas le plus difficile. Alors ça c'est du solide. C'était le solide des partis communistes. Je me rappelle des années 80, je vais raconter les années 70. J'étais au bureau de la section de Nanterre. Il y avait 3000 communistes, 60 cellules, 30 de quartiers, 30 d'entreprises. C'était du solide. Le solide, c'est le quartier, là où on est, là où les gens vivent, travaillent, connaissent leurs voisins, se connaissent, ont leur magasin, leur centre de sport, leur culture, etc., leur lieu culturel, etc. Ça, c'est le lieu où on peut, et en même temps, on est en contact avec toutes les associations. Et en même temps, le peuple n'est pas encore trop divisé. Malgré tout, malgré la ségrégation de quartier, le peuple A et le peuple B, si je peux dire, celui qui cumule et celui qui ne cumule pas, sont encore un peu entrelacés. Dans la stratosphère, ils sont séparés. Donc, voilà, association de quartier. Bon, j'explique ça de manière beaucoup plus détaillée, bien entendu. Ce n'est pas une construction utopique, c'est quelque chose de très simple. À partir de là, ça remonte. Alors, ça n'exclut pas du tout les partis, au contraire. Perdre quelque chose comme le Parti communiste ou comme France Insoumise, ce serait une perte absolument considérable. Ils peuvent intervenir comme tels, agir, essayer d'y avoir, mais disons qu'ils auraient le droit de tendance et le devoir, et bien sûr il en naîtra d'autres à l'occasion d'autres événements, certains viennent du passé, voilà, parce que ce mouvement populaire, il a toutes sortes de mémoires, etc. Donc là, un mélange, j'arrive à mes derniers mots, un mélange entre la culture de parti et la culture d'association. Alors, voilà ce que j'ai essayé de justifier dans mon livre à partir d'une analyse extrêmement abstraite qui dit que la classe dominante a deux pôles. Il y a deux, voilà. Que la politique, c'est toujours pas eux et nous, c'est un duel triangulaire, parce que parmi eux, il y en a beaucoup qui trouvent plus intéressant d'être avec nous. Voilà. Et ensuite, il y a l'État, il y a la nation.
Voilà, bon, je m'arrête là.